René Guénon, Psychologie, chapitre 25, la sensibilité, le plaisir et la douleur. Il peut se produire des contractions musculaires produisant des mouvements divers aboutissant à l'émission de larmes, etc. Il peut se faire que le sentiment se produise seulement quand ce bouleversement organique aura retenti dans le cerveau. Cependant, il serait assurément exagéré de dire qu'on est triste parce qu'on pleure, car ce trouble physiologique causé par l'idée n'est expliqué que par un commencement purement psychique de l'émotion. Et d'ailleurs, logiquement, le contenu des idées qui nous rendent tristes ou gais suffit à expliquer notre tristesse ou notre joie. Il serait absurde de dire que rien dans l'annonce d'une mauvaise nouvelle n'explique la tristesse qui suit. Mais ce qui prouve bien que l'état physiologique a aussi une part dans la production du sentiment, c'est que quand l'organisme est troublé par la maladie, les causes ordinaires de joie laissent indifférents ou même attristés. Et il se passe quelque chose d'analogue pour les causes ordinaires. Revenons au commencement psychique de l'émotion. Il y a sans doute nécessité d'un ébranlement de certains centres cérébraux, mais la même chose a lieu pour la pensée elle-même, qui n'est aucunement l'activité cérébrale, mais qui se sert du cerveau pour se manifester. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il en soit de même lorsque cette pensée s'accompagne d'émotions. Pour conclure sur ce premier point, on peut donc dire que les émotions psychiques sont le double produit de la pensée et de l'organisme. Considérons maintenant les plaisirs et les douleurs dits physiques. À leur origine, il y a une modification organique, mais qui ne suffit pas plus à les expliquer que l'impression, phénomène également physiologique, ne suffit à expliquer la sensation. Il faut d'ailleurs remarquer que ces plaisirs et ces douleurs sont généralement corrélatifs à des états favorables ou défavorables au corps, en tout ou en partie, ou se produisent tout au moins dans des cas analogues à cela. On peut admettre chez l'être vivant une tendance à se servir de ces sensations d'une façon plus ou moins subconsciente, comme signe de ce qu'il faut rechercher ou éviter, et ces signes sont, en tant que signes, des créations de l'intelligence, qui obéit en cela à ce que Spinoza appelle la tendance à persévérer dans l'être et à l'accroître. Il y aurait ainsi à l'origine des émotions physiques, un élément intellectuel, au moins subconscient, dont le produit d'ailleurs s'est en quelque sorte fixé et enregistré dans l'organisme par l'effet de l'habitude et de l'hérédité, de façon à devenir quelque chose d'analogue à une sorte d'instinct. Ainsi, pour expliquer ces émotions dites physiques, il faut, comme pour les émotions proprement psychiques, faire une part à la fois à l'organisme et à l'intelligence. Ces deux sortes d'émotions ne diffèrent donc pas essentiellement. Quant à la part prise par l'organisme dans la production des émotions dont la cause primordiale est d'ordre psychique, il suffit pour l'expliquer de se demander quel est l'effet de l'expression physiologique de l'émotion. Dans les émotions joyeuses, cet effet est d'augmenter l'intensité de la joie. Dans le cas de la douleur, il est au contraire de la soulager, en substituant en partie à la douleur consciente et réfléchie une sorte de douleur machinale, ressemblant à la douleur dite physique. Nous pouvons donc voir là quelque chose qui au fond s'explique encore originairement par l'intelligence, qui cherche dans l'organisme un auxiliaire pour agir et pour fixer les résultats de son action. La théorie qui veut expliquer le plaisir simplement par l'activité est beaucoup trop vague. Ce serait une erreur de la regarder comme équivalente à celle d'Aristote, pour qui le plaisir provient de l'accomplissement par un être de son acte propre, ce qui est en réalité une façon plus métaphysique d'exprimer cet accroissement de l'être dont parle Spinoza. Nous n'essaierons pas de classer les plaisirs et les douleurs. Il en existe autant que de circonstances pouvant satisfaire ou contrarier nos diverses tendances et les combinaisons multiples qu'elles forment entre elles. Il est intéressant de remarquer que le douloureux et le désagréable doivent être distingués soit dans les douleurs plutôt psychiques, soit dans les douleurs plutôt physiques. Pour le plaisir, on ne trouve pas l'équivalent de cette distinction,
car on ne peut considérer comme vraiment utile, au point de vue psychologique, la distinction du bonheur et du plaisir.